Bonjour, bienvenue à cette cinquième journée de la deuxième édition des Midis littéraires de l'espace de la diversité dans le cadre du Festival international de la littérature. Organisés dans le cadre du FIL, ces 5 midis sont rendus possibles grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal dans le cadre du Fonds de programmation francophone mutualisé 2023, du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts de Montréal, ainsi que grâce à un partenariat avec le Quartier des spectacles de Montréal. Donc, merci d'être là. Donc, on a parmi nous Vania Jiménez, qui est née au Pierre, de parents arméniens. Elle est médecin, mère de 7 enfants, romancière et cofondatrice de la Maison Bleue, un organisme pour les femmes enceintes vulnérables. Son parcours professionnel et personnel inspire grandement ses récits où la maternité occupe une place importante. Elle a publié 5 romans, dont Je suis une pierre brûlante et Un pont entre nos vérités. Ensuite, on a Dimitri Nasrallah, qui est né pendant la guerre civile libanaise en 1977. Dimitri a vécu au Koweït, en Grèce et à Dubaï avant de s'installer avec sa famille au Canada en 1988. Son œuvre romanesque a été maintes fois primée et Hotline est son 4e roman. Ensuite, nous avons Samira Negrouche, qui est née à Alger, où elle vit. Samira est poète, essayiste et traductrice, médecin de formation, et se consacre à l'écriture. Les créations interdisciplinaires étant une part importante de son parcours, elle a notamment collaboré avec la chanteuse et musicienne Angélique Ionatos, l'artiste Marc Giai Mignet, le théorbiste Bruno Helstoffer et la chorégraphe Fatou Cissé. Voix majeure de la poésie algérienne, elle est traduite dans une trentaine de langues. Parmi ses publications, À l'ombre de Grenade, Le jazz des oliviers, Quai 211, Partition à 3 actes et Traces. Elle publie en 2023 sa traduction du recueil de Nathalie Handal, De l'amour des étranges chevaux, aux éditions Les Morts d'Encrier, ainsi que 2 anthologies personnelles, J'habite en mouvement et Station, une importante somme d'essais, de prose et de dialogue littéraire. Et nous avons aussi Heather O'Neill, qui est née à Montréal. Heather est diplômée de l'Université McGill. Elle a remporté 2 fois le prix paragraphe Hugh McLennan et s'est vue remettre le Writers' Trust Fellowship. Son premier roman, La ballade de Baby, lui a valu l'estime des lecteurs et de la critique. L'écrivaine à la griffe reconnaissable entre toutes habite toujours la métropole, une ville dont elle s'inspire. Hotel Lonely Hearts, La vie rêvée des Grippins et Mademoiselle Samedi Soir ont tous été traduits et publiés chez Alto. Et Perdre la tête est son dernier roman. J'aimerais lancer la discussion en demandant d'abord, en fait, à qui s'adressent vos écrits. Est-ce que c'est aux gens qui ont vécu une trajectoire similaire ou peut-être aux gens qui n'ont pas vécu une trajectoire similaire ou deux? Je vais me parler. Peut-être que je peux commencer. J'espère que mon micro marche bien. Ça dépend sur le roman pour moi, en fait. Pour ce dernier, pour Hotline, j'ai commencé avec une histoire pour ma mère. C'était une communication avec elle. On a vécu une grande histoire dans cette immigration au Canada et ça a changé notre relation. Et dans mes quarantaines, je trouvais que je vais lui parler de ses affaires, mais on n'a pas les meilleures communications encore. Alors j'ai écrit ce roman pour elle en commençant. Mais deuxièmement, c'était mon premier roman que j'écris qui était situé au Québec. Alors tous mes autres romans avant ça, c'était dans le monde. Et j'avais l'opportunité pour parler aux Québécois pour la première fois des certaines dynamiques de pouvoir, des questions de classe, de race, des migrations qui étaient en jeu dans les années 80 quand j'ai arrivé, quand j'ai écrit l'histoire, qui sont toujours là. Ils sont changés un peu, mais cette dynamique existe toujours. Alors, je trouvais que j'avais, dans cette communication avec ma mère, l'opportunité de parler à un plus grand public d'ici, de ces choses. Et j'ai vu après ça que ça résonnait avec des gens.
Et ça a commencé une discussion sur cette question de comment on gère les migrants, particulièrement les femmes qui gèrent des familles et du travail en même temps dans ces questions de survivre dans ces premières années ici. Puis c'est aussi un sujet qui, en fait, qui se retrouve dans plusieurs de vos œuvres, justement. Ouais, mais juste, en fait, je dirais que mon but premier, je pense pas que j'avais l'idée je me posais pas la question pour qui je l'écris, mais en réalité, c'était un petit peu pour me faire connaître de ma famille d'ici. Comme vous avez dit, je suis née de parents arméniens en Égypte et j'ai trouvé le subterfuge donc d'être morte et de faire parler de cet alter ego qui est moi dans le roman par une de mes filles. Et ça leur fait aussi découvrir mon regard sur eux. Et ça a donné lieu, je dois dire, un peu comme vous, à beaucoup de discussions familiales, je dois dire. C'est toujours intéressant que lorsque les enfants contestent un peu le regard qu'on a sur eux. Alors, plusieurs d'entre eux m'ont dit « Ah, je ne savais pas que c'est ça que tu pensais de moi, etc. » C'est souvent comme ça avec les enfants. Oui, c'est une question qui vraiment m'interpelle toujours parce que ça revient au contexte dans lequel on écrit. Alors déjà, on rentre dans votre sujet qui est celui des langues, qui est celui de la traduction, qui est celui du pays dans lequel on vit. Et je vis dans un pays qui est multilingue pour des raisons aussi coloniales. Donc la question s'adresse aussi déjà là. Mais si je commençais par l'intime, je dirais que l'écriture commence dans un désir intime. Et au moment où on écrit, je ne pense pas qu'on réfléchisse à la personne ou à l'auditoire auquel on s'adresse. Et quand on est dans une littérature nationale qui n'est pas encore différenciée, vous voyez, la littérature algérienne de langue française, elle a un siècle. Un siècle, c'est pas énorme. C'est-à-dire qu'il y a des grandes voix de la littérature algérienne, comme Mohammadi Bassia Djebar, mais il y a aussi beaucoup d'espace. Donc, on n'est pas là en train déjà de subdiviser des catégories. Donc, on écrit parce que déjà, on a envie de se dire, on a envie de dire la complexité de ce pays, la complexité de ce qui paraît être uniforme, parce qu'après l'indépendance de l'Algérie, on a l'impression d'un bloc monolithique, d'une culture arabe, hein, qu'on peut imaginer comme ça de l'extérieur quand on ne connaît pas l'histoire de ce pays, musulmane également. Et en réalité, il y a des strates là, et au-delà de ces éléments culturels, il y a d'autres strates que nous, les auteurs algériens, on a envie d'explorer. Et donc, on l'explore, je pense, à partir d'abord de son intimité. Et l'erreur, c'est de vouloir faire des thèses de sociologie. Je pense que c'est déjà, on n'est plus dans la littérature. Donc, je dirais que on écrit à partir d'un désir intime et que l'autre à qui on s'adresse est déjà en déplacement au moment où on écrit. Et on ne sait pas à qui on s'adresse. Puis, en fait, justement, ça m'amène à ma deuxième question qui était comment peut-on s'identifier à des réalités qui nous sont étrangères? Est-ce que la littérature et même la traduction peuvent permettre ça? Moi, dans Un pont entre nos vérités, je raconte un peu l'arrivée de ce personnage, en fait, qui n'est pas tout à fait moi, je dois dire aussi, à une part de fiction, et qui est tout à fait un peu interloqué par la liberté d'expression. Lorsqu'elle arrive ici, entre autres, elle voit sur des pelouses des jeunes gens qui s'embrassent, alors que dans son pays d'origine, c'est hors de question d'avoir des sentiments aussi explicites en public. Donc, il y a tout ça. Il y a aussi, elle se fait interpeller aussi par un peu l'ignorance des sciences, disant « Ah, il paraît qu'on... Est-ce qu'il y a encore des chameaux dans les rues du Caire? » Et c'est aussi curieux que si on demandait ici, est-ce qu'il y a encore des cabanes et des igloos? Alors, c'est un peu ce que j'explore aussi là, lorsqu'on arrive mais il y a aussi, c'est que le personnage s'adapte grâce en fait à sa migration vers les régions et vers le Québec rural qui la séduit complètement. Et l'accueil qu'elle reçoit finalement d'un village qui la reçoit à bras ouverts aussi, voilà. Tout à fait. Puis moi j'ai l'impression aussi que par la personnification, des fois, on a tendance à plus facilement s'identifier à certaines situations.
Puis, donc justement, ça m'amène aussi à parler un peu de traduction. Que peut la traduction dans un récit de marginalité? Comment est-ce qu'on peut traduire l'exclusion, selon vous? Que ça a peut-être à se concerner de Dimitri. Mon roman n'est pas traduit. Non, c'est ça, mais ça me je de traductrice aussi. Mais dans mon cas, j'étais chanceux, je trouve, parce que j'écris en anglais et c'est Daniel Grenier qui fait toutes les traductions de mes romans. Mais il y a vraiment une grande population arabe ici au Québec. Alors, je me sens un peu plus à l'aise dans ce milieu que dans un milieu anglophone. Et je trouvais que les traductions ils ont eu un plus grand succès, notamment Nico, quand ça arrivait en français qu'en anglais. Alors j'étais chanceux de mon part. Je ne sais pas, Heather, c'était le même cas pour toi quand tu es arrivé ici avec Alto? Quoi? Que c'était... Accepté. Ouais, en fait, je peux pas porter ça, ça tombe. Je sais pas, je suis comme un peu perdue. Non, mais en fait, la traduction, ça devient complètement, je trouve, une autre chose. C'est comme la façon dont Dominique... Parce qu'il y a une façon dont j'écris en anglais que les phrases sont très courtes, puis j'utilise comme un sort de layering qui est impossible de trouver, de répliquer en français. Donc, il y a des affaires qui sont un peu perdues. Ben, ce que je trouve aussi drôle, c'est que quand je lis Perdre la tête en français, c'est écrit dans un français. C'est pas écrit dans la façon dont je parle français. Donc, je trouve ça très drôle que Dominique utilise la vocabulaire est trop grand pour moi. Donc, je trouve ça toujours un peu bizarre. Donc, j'aimerais ça un fois écrire comme un roman en français dans la façon où je parle français avec tous ma français cassé, puis tous mes anglicismes, puis tout ça. C'est là que je trouverai vraiment un texte en français par mois, parce que je suis toujours en train de le traduire, même quand j'écris comme pour la presse. Je l'écris premièrement en anglais, puis je fais la traduction. Mais j'ai toujours le désir juste d'écrire dans un français tellement mauvais dans la façon dont je parle. Ça sera plus honnête en Québec, je trouverais. Mais non, mais une autre chose que je trouve que j'étais récemment en Irlande, puis en Irlande, ils ont comme un peu la même chose qu'avec... Mais ils ont perdu leur langage parce que là-bas, ils parlaient gaélique, puis après qu'ils étaient colonisés par les Anglais, ils ont perdu leur langue et étaient forcés de parler en anglais. Mais la façon dont ils écrivent en anglais, c'est complètement différent que les gens en Bretagne parce qu'ils ont quand même la syntaxe et l'imagination de la langue gaélique. Et moi, je trouve que la façon dont j'écris en anglais, c'est un peu différent des autres écrivains en Canada et je pense que c'est parce que j'ai passé tellement de temps au Québec en parlant français, c'est que la syntaxe de mes phrases, c'est un peu... Ils ont des aspects qui sont de la langue française et non en anglais. Oui, tout à fait. En fait, je peux aussi... je travaille en anglais aussi et lorsque j'écris, je me rends compte qu'il y a des mots que... Curieusement, le français est quand même la langue que j'utilise pour écrire, mais j'ai besoin de tout à coup traduire si le mot me vient en anglais. Et j'ai l'impression des fois que c'est plus riche en anglais. Et je me demande des fois si ça ne, comme vous dites Heather, si ça ne colore pas la manière que j'écris un peu entre l'anglais et le français. Alors, je comprends très très bien cette notion de se demander comment on se serait si on écrivait. Je me pose la question des fois. On me dit d'ailleurs dans mon travail, pourquoi tu n'écris pas? D'accord, c'est pas traduit, mais écris-le donc en anglais. Et je suis tentée des fois aussi de le faire, mais je me dis non, ce ne sera pas assez bien. Peut-être que je devrais me lancer à écrire en anglais. Ben, tu pourrais trouver quelque chose parce que Beckett, il a écrit seulement en français parce qu'il voulait
s'en ficher de tous les aspects de style et tout ça. Donc, on peut trouver quelque chose peut-être un peu... Ben, je vais l'essayer, en tout cas. Je vais l'essayer aussi. Est-ce qu'il y a des choses que vous abordez avec vos traducteurs, traductrices avant, qui sont importantes pour vous, peut-être de conserver ou de ne pas s'éloigner peut-être de certains sens et tout, parce que vous dites que des fois ça change un peu. La manière que Dominique traduit, par exemple, vos œuvres est quand même différente de comment vous l'auriez traduit. En fait, je la laisse. Okay. Ouais. Elle a eu tellement de succès avec les traductions, bon, je suis satisfaite. Mais c'est parce que ma première roman a été traduit en France, puis là, j'ai eu tellement de misère avec du monde qui m'a choquée pour cette décision-là, mais j'étais jeune et je savais pas, j'ai même pas pensé à ça, à qui mon agent vendait les livres. Donc, elle a vendu les droits en français. Donc, tous mes amis québécois qui ont lu ce roman ont dit Heather, c'est tellement idiote ça. Il y a des enfants, parce que ça prend place juste là, puis il y a des enfants qui vont au lycée, puis qui parlent l'argot parisienne. Donc, pour la deuxième, parce que j'ai eu cette expérience, j'étais allée visiter beaucoup de traducteurs, des éditeurs, des maisons d'édition. Puis j'étais très grand fan avant de l'écriture de Dominique Fortier. Donc, puis la façon dont elle parlait de... C'est ce que j'attends dans comme entrevue. J'ai demandé beaucoup de questions, ce qu'ils pensaient de mon œuvre. Puis j'ai beaucoup aimé les réponses que Dominique m'avait données et ce qu'elle aimait. Elle parlait des images, les métaphores, la façon dont je présentais les moments. Donc, je dis, OK, elle va garder ça. Elle a compris ce que je veux garder. Puis justement, toujours dans un contexte de traduction, ou en fait plus largement que ça, pensez-vous qu'on puisse trouver de la singularité dans une langue qui tend plus à l'universalité, à l'effacement? Et si oui, comment? Pour ça, moi. C'est une grande question avec des niveaux abstraits, je trouve. Ouais, je peux peut-être en fait la situer avec un passage de Hotline, justement, parce que c'est une question très large, mais si j'étais pour la situer, je pense que c'est ça que je citerais. En fait, c'est Mouna, le personnage principal, qui se présente pour aller en entrevue. Elle a immigré au Canada avec son fils Omar, qui est quand même en bas âge. Puis elle cherche un emploi, puis là, je pense pour un poste d'enseignante. Et on lui répond ceci. On est au Québec. Je vois que vous venez d'arriver, que vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a énormément d'enseignants de français qui viennent d'ici et qui cherchent du travail. Pourquoi j'engagerais une étrangère pour enseigner le français à des étrangers? Vous feriez ça, vous? Les clients qui viennent me voir, ils cherchent une manière de s'intégrer en apprenant le français de quelqu'un d'ici, tel qu'on le parle ici. Oui, c'était les années 80, en fait, en effet. Mais pour moi, dans ce passage, ce que je vois, c'est impossible à divorcer la langue, le langage, de la culture. Et l'un vient avec l'autre. Et quand on commence à parler de la culture, on parle des pouvoirs entre les gens. Et dans ce cas-là, c'est la culture qui est utilisée contre Mouna. C'est pas la langue. La langue est juste le passage que la culture prend dans ce cas. Alors, est-ce qu'on peut trouver une singularité dans l'universalité de la langage? Dans les petites communautés, oui, avec la solidarité entre les gens qui forment des communautés ensemble. Je pense que le langage commence là. Les inventions des nouveaux vocabulaires commencent avec des gens marginalisés, les experts, les autres communautés qui parlent entre eux, qui trouvent un pouvoir dans cette invention des mots. Et après ça devient un peu mainstream après. En fait, il y a un passage aussi dans Un pont entre nos vérités où
Marie-Louise qui arrive ici et qui tombe dans un milieu anglophone parce qu'on ne lui avait pas dit qu'il existait du français quand elle était dans son pays d'origine, et qui tout à coup entend parler, d'abord elle entend parler un français qu'elle ne reconnaît pas, et elle écrit à sa famille en Égypte, elle ne reconnaît pas à cause de l'accent ici, mais par la suite elle rencontre quelqu'un qui nomme l'accent en anglais qu'elle a en disant « Mais attends, tu parles un peu comme si à l'origine, tu pouvais parler français. » Elle dit « Oui. » Et là, elle a l'impression de revivre en parlant français au sein de cette université qui est en fait entièrement anglophone et qu'elle n'arrive pas tout à fait à maîtriser. Donc oui, je suis d'accord. Elle a cette petite communauté donc à deux pour commencer, et là elle commence à s'intégrer pour vrai parce qu'elle a trouvé quelqu'un qui parle français comme elle. Puis est-ce qu'on peut arriver à reposséder en fait la langue de cette manière-là? C'est difficile à dire, je dois vous dire. J'ai appris à parler l'arménien, pas l'écrire et le lire, et tout récemment, je suis en train d'apprendre à l'écrire et le lire. C'est une torture, je dois dire, c'est extrêmement compliqué la langue arménienne, mais je suis très enrichie, je suis curieusement très émue aussi de découvrir cette culture-là. Je suis d'accord avec vous aussi. Culture et langue, c'est vraiment tout à fait les deux parts d'une équation très équilibrée. Alors voilà, donc je cherche un équilibre encore. Je rebondis sur tout ce que vous avez dit, qui est très riche, sur le fait que nous vivons tous quand même dans des écosystèmes multilingues, quel que soit notre background. Vous êtes tous, je crois, canadiens. Mais chacun, je pense, avait un mélange comme ça linguistique. Et moi, je suis ces jours-ci avec 4 autres écrivains de langue anglaise. Donc, je dîne tous les soirs avec des anglophones, mais il n'y a pas une langue anglaise. C'est-à-dire, j'ai 2 Américaines, il n'y en a aucune qui parle comme l'autre, une Indienne qui a une autre langue et une Britannique qui a encore une autre langue d'une partie de Londres. Et je trouve ça intéressant de se rappeler dans ce rapport à l'écriture que une langue, c'est une géographie, une langue, c'est une génération, une langue, c'est un melting pot de beaucoup de choses. Et je pense qu'en tant qu'auteur qui travaillons sur la langue et qui avons un rapport à la traduction, même quand on n'est pas soi-même traducteur ou traduit, je pense que ça nous invite à une forme de, comment dire, d'acceptation du doute. Il y a quand même un espace dans lequel on se dit il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. La traduction amène à cette modestie-là de dire oui, tout ne peut pas être traduit, parce que quand je pense à certaines expressions de ma grand-mère en berbère ou à d'autres expressions qu'on utilise dans l'arabe algérois qui sont pas les mêmes que celles qu'on utiliserait au Caire ou celles qu'on utiliserait à Beyrouth ou d'ailleurs chez nos voisins tunisiens ou marocains. Donc je trouve que voilà, ça rappelle la complexité dans laquelle on vit, mais au-delà du pays duquel on est issu et du pays dans lequel on évolue, il y a ce melting pot de soi-même qui nous ramène à cet intime de l'écrit, qui nous ramène au fait que une écriture est une géographie aussi intérieure, une écriture est un style, et c'est cette singularité qui fait que peut-être à un moment donné, il y a une ouverture vers l'universel. Et l'universel ne se décide pas, en fait. C'est c'est la puissance en fait de l'écrit littéraire qui fait qu'en face, on rentre dans un livre, on n'a plus envie d'en sortir, même si c'est pas tout à fait la langue qu'on parle, pas tout à fait la langue qu'on aurait écrit soi-même. Ouais, tout à fait. Puis, Et j'ajouterais peut-être une petite anecdote d'une amie poète suédoise qui s'appelle Ida Boriel, qui est une excellente traductrice et poète elle-même, qui a traduit un de mes textes, et j'ai été très marquée par une interview que nous avons faite ensemble sur la traduction et pourquoi on traduit. Pourquoi on traduit? Il y a quand même assez de bons poètes en Suède pour aller faire venir une poète d'Alger et la traduire, d'autant que les deux langues sont très lointaines l'une de l'autre. Entre le français et le suédois, il y a quand même un monde. C'est pas le français et l'italien. Et Ida a eu cette réponse très belle et elle a dit, parce que apporter la langue de Samira dans ma langue
fait elle fait rentrer dans ma langue des musiques et quelque chose qui n'existe pas dans ma langue. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Et on le fait tous en tant qu'écrivain. Même quand on pense posséder une seule langue, on fait rentrer dans une langue quelque chose qui vient d'ailleurs, qu'on n'est pas toujours capable de nommer. Justement, j'allais demander si on peut réellement habiter une langue quand on est en mouvement. Je pense entre autres à juste un passage du monolinguisme de l'autre, où en fait Derrida, il dit que pour... en fait, que la langue doit être plus qu'un outil simple et extérieur pour survivre à l'immigration, à l'exil et à tout ce déplacement-là. Edmond Jabès, hein, qui est un peu votre compatriote, cher Vania, qui disait quand il a dû quitter l'Égypte que sa langue avait fini par être la langue, plutôt que son pays était devenu sa langue ou que sa langue était devenue son pays. C'est aussi face au déplacement et en anglais on dirait disruptions, au mouvement tectonique historique qu'on est en train de vivre, hein, ne serait-ce qu'en ce moment en Afrique subsaharienne. Et qu'est-ce qu'on fait des langues, de ce qu'elles sont en train de devenir dans nos pays et des statuts géopolitiques, géostratégiques qui font que du jour au lendemain, on ne fait plus partie d'un monde et on est obligé d'être séquestré dans un autre ou exilé dans un autre sans vraiment l'avoir cherché, sans vraiment tout à fait appartenir à ce nouveau monde. C'est tout ça que ça questionne en fait. Ouais, puis en fait, c'est pas juste les mots. Par exemple, c'est aussi les façons. Donc, chaque langue a des différentes façons, des différentes musicalités ou des autres choses dont. Donc, quand tu connais des différents langages, tu peux penser dans une autre façon aussi, parce que le français te bouge à une autre sorte de pensée. Et un exemple de ça que je peux te donner, c'est la pièce de théâtre de Larry Tremblay, le Dragonfly of Chicoutimi. L'orangerie? Pardon? Non. Il a... Non, peut-être, je pensais que c'était plus populaire. C'était une de mes pièces préférées. Mais en fait, Larry Tremblay a écrit une pièce qui s'appelle The Dragonfly of Chicoutimi. C'est vrai, hein, c'est le bon titre. Okay. Puis là, il a traduit c'est l'histoire d'un gars qui s'est tombé, crasé son tête sur un roche. Puis là, il s'est réveillé le lendemain, il parlait seulement anglais. Mais là, mais il le parle, c'est comme traduit exactement, directement, sans changer le syntaxe des mots. C'est comme en anglais, on dit a ponytail. Donc pour lui, c'est comme she was wearing she had the tail of a pony on her head. So it's all, donc il a traduit directement. Et tu vois comment c'est tellement, même si les mots sont tous en anglais, c'est tellement en français quand même. Et j'ai gardé le spectacle dans une audience qui était comme pratiquement toute francophone. Puis eux autres, ils ont tous compris la pièce, mais moi, c'était en anglais. J'avais tellement de misère à comprendre et faire des ajustements dans ma tête. Donc, le langage, on pense que c'est le vocabulaire, mais c'est tellement des autres choses là, qui sont là-dedans. Oui, mais je dirais aussi, c'est comme l'intérêt, c'est très juste ce que vous dites, c'est l'intérêt d'ouvrir à d'autres langues et de faire venir d'autres langues. C'est un peu, je dirais, comme une garantie, une assurance contre la radicalité. La radicalisation, c'est-à-dire que plus on est ouvert à autre chose et à une autre musique, non seulement on s'enrichit nous-mêmes, mais on contribue à cette espèce d'arc-en-ciel qui existe, heureusement, parce que ce serait tellement plate si c'était une langue qu'on parlait tous, une couleur. Et, alors, il y a cette idée d'arc-en-ciel puis de richesse de la musique qui est préservée, en fait, par l'usage de beaucoup de langues. C'est pas toujours facile, comme je disais, d'avoir des mots qui viennent en anglais, puis tout à coup d'avoir, là, ça va être en arménien, ça va être encore pire. Et surtout qu'en arménien, on inverse le pronom et le nom toujours. Donc, voilà, ça risque d'être comique. C'est vrai qu'il y a comme ça des musiques qui viennent des autres langues. Et moi, je le ressens beaucoup parce que je suis vraiment trilingue au quotidien. Je parle berbère, plusieurs arabes et français. Donc,
Et je le sens, la présence des autres musiques à l'intérieur de cette langue, mais aussi, comme vous disiez, Heather, les constructions aussi des phrases qui viennent d'une autre syntaxe, peut-être aussi des métaphores, des images, des façons aussi de construire un imaginaire qui viennent d'ailleurs et qui, comme ça, glissent dans nos écritures et qui viennent effectivement d'autres espaces imaginaires et musicaux. Oui, puis je trouve que ça enlève aussi cette association avec le langage et la classe. C'est comme, il y a toujours, c'est pour ça que les anglophones sont toujours gênés à parler en français, parce qu'on est l'idée que si tu parles bien en anglais, ça va dire que tu viens d'une haute classe. Donc, des gens tellement, on est tellement ça dans la tête on a la difficulté de faire des erreurs. Donc, ça devient un peu comme, c'est comme naturellement, l'anglais, c'est un langage qui est naturellement colonial. Parce qu'il y a quelque chose d'anglais, c'est comme ma fille est allée à une école secondaire à Face, puis il y avait 3 classes en français, puis 1 classe en anglais. Puis ils étaient tous ensemble. À la fin, à la convocation, bon, tous les francophones parlaient anglais parfaitement, puis les groupes anglais, ils parlaient pas du tout le français. Donc, je ne sais pas si c'est la culture, est-ce que c'est la fait que l'anglais est plus facile, mais je sais, ou c'est une attitude où les anglophones sont tellement... mais je trouve que s'ils acceptent de parler dans les autres langages, on peut enlever cette association aussi de classe, puis écoute les gens pour voir comme, oh, est-ce qu'ils viennent d'un milieu favorisé ou est-ce qu'ils sont... ils n'ont pas bien élevé avec cette façon de parler anglais ou les accents anglais. Mais ça revient de la singularité aussi, puis à l'universalité. Reconnaissons que le français est quand même une langue minoritaire là, dans l'univers. C'est comme, et donc il faut la protéger un peu plus que l'autre. Là, la singularité, universalité, je ne sais pas comment ça joue dans les vibrations universelles cosmiques, là, mais c'est clair que l'anglais va prendre le dessus à un moment donné, là, puis qu'il y a quelque chose à protéger si on veut garder le fameux arc-en-ciel. Alors, mais je pense que c'est peut-être même d'écrire en fait en anglais, parce qu'en fait vos romances abordent toujours des enjeux quand même difficiles. On est dans des classes sociales vraiment plus ouvrières et qui ont... Donc c'est ça, on dirait que juste ça, je trouve que ça fait déjà comme un immense travail là, sur tout ça. Je sais pas si tu veux dire. Oui, toute cette discussion m'a fait penser que nous sommes dans un temps maintenant où on priorise la diversité chez les maisons d'édition. Et avec ça, on trouve une autre singularité avec la langue, des fusions entre des cultures qui créent un nouveau français ou un nouveau anglais. Je pense notamment d'une traduction que j'ai finie maintenant. Je fais de la traduction aussi de Blaise Ndala, Sans capote ni Kalachnikov, qui était vraiment complexe à traduire parce qu'il y a au moins 3 français différents qui sont en jeu dans ce roman. Il y a le français québécois, le français européen et le français africain. Et il y a des images, des petites phrases qui sortent, qui sont spécifiques à chaque culture. Ils sont tout mêlés. Et la première traductrice qui a essayé à faire ça a effacé beaucoup, juste pour arriver à un anglais qui marchait sur la surface. Elle a fait des choix et c'était une traduction plus littérale, mais ça a perdu beaucoup, c'était plate. En effet. Et c'est pas moi qui dis ça, c'était la critique générale qui est sortie. Alors je me trouvais avec ce deuxième roman pour commencer, comment je vais faire ça, et je me devrais juste réinventer les circonstances créées par Ndala dans ce livre. Je ne peux pas travailler littéralement. Je dois trouver une autre façon de représenter cette singularité en anglais
Et c'était vraiment difficile à faire ça. Et je trouve que c'est un défi pour plusieurs traductions maintenant. Si on commence à parler de la diversité dans les cultures, traduire ça, c'est encore plus difficile que traduire de la littérature de la majorité. Oh, moi, j'ai une question pour toi. Oui, Parce que parce que tu es un éditeur, quand tu choisis les traducteurs, est-ce que c'est très important pour toi de trouver quelqu'un qui est comme, ou est-ce que c'est une discussion avec les auteurs, de trouver quelqu'un qui vient de le même comme ethnicité ou comme... La même culture. Oui, la même background, parce que j'ai noté Oui, que tu as toujours choisi, une comme discussion. pour Gabriel Boulien-Tremblay, vous avez choisi Eli, qui était aussi trans. Donc, Oui. est-ce que ça, c'est tu cherches quelque chose comme... Oui, je pense qu'on essaie à faire ça parce qu'on trouve quand même qu'on a de la diversité dans la littérature. La traduction, ça n'a pas changé. C'est un milieu qui était un peu invisible. Ça n'a pas changé assez encore. C'est toujours la même génération de traducteurs et traductrices qui travaillent. Et on essaie de trouver une façon d'introduire une nouvelle génération dans ces milieux-là. Parce que c'est important que si on commence à avoir plus de diversité dans la littérature, de faire un parallèle avec ça pour les traducteurs. Et ça arrive avec nous, ça arrive avec Mémoire d'Encrier. Je vois qu'il y a beaucoup de pensées qui vont dans cette direction. Mais le défi dans ce cas-là, c'est que tu introduis quelqu'un à un milieu qui est vraiment complexe. Il y a une expérience qui est nécessaire. Alors, ça prend beaucoup plus de travail de travailler avec quelqu'un qui vient de la même culture, mais qui n'a peut-être pas la même expérience avec la traduction comme une maîtrise. Alors, c'est un travail d'une génération, je trouve, que ça va prendre plusieurs années de régler ça, mais c'est un travail qui est nécessaire quand même. Quelqu'un doit le faire. Vous me rappelez aussi ma traduction du livre de Nathalie Handel, vous me donnez l'occasion d'en parler. Et c'est vrai que c'est une langue anglaise aussi qui est beaucoup irriguée par la langue arabe. Alors parfois on trouve des vers ou des mots en arabe, mais déjà la rythmique elle-même de la langue anglaise est habitée par l'arabe, est habitée par l'Amérique latine, par la langue espagnole, par des mots qui viennent d'ici et là et qui rappellent aussi, comme vous disiez, Dimitri, que c'est des nouvelles générations qui ont envie de faire exister leurs autres langues et leurs autres identités à l'intérieur de leurs autres écritures, mais aussi leurs déplacements. Quand on est obligé d'être réfugié, qu'on grandit dans un pays, puis on étudie dans un autre, puis on s'installe dans un autre. Et là, c'est le cas de Nathalie Handal, qui a vécu dans 5 ou 6 pays et qui a de la famille un peu partout. Je trouve que c'est intéressant aussi de s'intéresser à ça. Et il y a de plus en plus d'auteurs, en tout cas dans l'ère anglophone, qui introduit comme ça beaucoup la langue arabe, pour ce que j'ai pu en remarquer. Ben, en fait, justement, je me demandais, Samira, parce qu'en fait, on associe beaucoup la langue originale d'une œuvre à une immédiateté presque physique, puis en fait, surtout dans la poésie, je trouve. Est-ce que vous considérez que la traduction altère ce rapport de vérité premier ou est-ce que ça l'enrichit au contraire? Honnêtement, je pense que déjà la poésie, c'est une recherche pour moi, la poésie est une recherche de musique, déjà. Je reviens au sens premier de ce qu'on disait avant, composer un poème. Pour moi, la poésie est une musique, et la poésie est une juxtaposition d'œuvres visuelles. Donc, quand j'écris un texte, c'est soit une image qui est au départ, soit une musique qui est au départ. Et voilà, je préfère dire ça. Je préfère ne pas ajouter de la théorie à quelque chose qui est en soi déjà entre les mondes et entre les lignes. Je vais changer de cap un petit peu, puis la prochaine question est plus pour Heather. Certains de vos personnages sont des enfants, en fait, quand même souvent. Puis en fait, je me suis toujours demandé si vous racontiez la jeunesse à hauteur d'enfant ou si vous la restituez vraiment à travers l'adulte.
ou si vous faites un effort conscient pour vraiment être vraiment dans la peau de l'enfant quand vous écrivez. Je pense que c'est quelque chose qui vient comme naturellement. C'est comme l'écrivain Mavis Gallant avait dit que l'écrivain c'est un enfant en déguise. Et j'ai toujours trouvé ça, c'est quelque chose... Mais ça dépend du livre. Le livre que j'ai écrit dans une première personne d'une voix d'un enfant, c'était ma première livre balade de baby. Et celle-là, c'est comme... J'étais allée juste dans mon propre esprit, puis j'ai revisité toutes ces images. C'est comme, quand j'écrivais, j'étais comme dans ce monde-là, dans le corps d'un enfant. OK. Et... Puis, c'est ça, j'ai quand même l'impression que, mais justement, Baby, peut-être malgré elle, mais est un peu un sujet politique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont... Je sais pas si c'était l'intention, mais il y a quand même une dénonciation de quand même beaucoup de choses qu'elle va vivre. Puis, je me demandais si, en fait, comment, quand ou pourquoi est-ce qu'on devient un sujet politique? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Mais je partais de l'idée de l'enfant, là, je pense à Nico aussi, justement. Mais est-ce que c'est le regard de l'autre qui nous contraint à devenir un sujet politique et nous force au témoignage par écrit? Ouais. D'emblée, je dirais que non. C'est-à-dire, j'aimerais pas être un sujet politique. Pas du tout. C'est pas du tout dans cet esprit-là que j'ai écrit. C'est des contes, en fait. Un conteur est un conteur, puis on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. La politique, c'est autre chose complètement. Alors, d'en faire, que ce soit récupéré parfois par le politique ou la politique, comme quand j'écris, c'est pas de ça qu'il s'agit du tout. Donc, ça part de l'intime. Oui, c'est ça, c'est vraiment, ce serait très ennuyeux, en fait, de me mettre à écrire avec une pensée politique, il me semble. Je respecte les politiciens, puis ils font vraiment un travail dangereux, je dirais, parfois, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, non, c'est beaucoup plus dans l'intime, donc je vois le politique beaucoup en dehors, finalement. Mais je pense que l'intime peut devenir politique, quand même, surtout dans le cadre de la littérature. Mais pas au moment de l'écriture, ça peut être utilisé ou récupéré ou interprété, mais c'est inintéressant, en fait. Un roman où je lis que le but est politique, ça va vite ne pas m'intéresser. Ça va être un peu cousu de fil blanc. Je vais me dire, ah bon, ok, c'est ça que tu essaies de me convaincre. C'est pas de ça qu'il s'agit vraiment. Pas quand j'écris, en tout cas, je vous laisse. Je sais que j'ai lu les vôtres, j'ai lu Perdre la tête, et je trouve ça très, très bon. Je viens de voir aussi à l'opéra Les Noces de Figaro, qui est extrêmement politique. C'est la révolution dont on parle ici, que c'est extraordinaire comment c'est fait là-dedans. Mais c'est pas pensé comme ça, c'est pas écrit. Peut-être que Beaumarchais l'a écrit comme ça à l'origine, mais ce qui fait la force de cette œuvre, c'est pas parce que ça a été écrit dans un but de... Oh, c'est ça, bon. Je laisse répondre. Okay. Non, mais en fait, moi, je trouve que quand tu parles d'un voix marginale, c'est automatiquement politique, parce qu'on n'est pas supposé d'avoir des voix. Et la première question que tu avais cet après-midi, que c'est pour qui t'écris, c'est quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais pour moi-même, juste pour... et aussi pour montrer que j'avais un voix, que je pouvais écrire les situations de ma vie d'une façon de beauté, que je pouvais être quelqu'un, parce que j'étais née dans une circonstance où tout autour de moi disait mais t'es personne.
j'avais même pas de mère, j'habitais dans la rue, j'étais personne. Mais quand je commençais à écrire, c'était pour montrer aux gens qu'ils ne pouvaient pas me mettre à côté, que j'avais un âme et un petit esprit. Et en fait, hier, j'étais allée aux prisons parce que j'ai reçu une lettre de Kingston Prison parce qu'il y avait des prisonnières qui avaient lu Ballade de bébé puis ils voulaient que je vienne leur visiter. Puis là, c'était évidemment après toutes ces années-là que le livre a sorti, le roman a sorti, et je parlais avec tellement de monde avec ce livre. C'était la première fois que je parlais avec des gens qui avaient la même enfance que moi. Ils étaient des assassins, puis comment on dit murderer en French? Assassin. Ouais, oui, ils étaient des assassins, tout le groupe. Puis ils avaient... Et c'était intéressant pour moi de parler parce qu'on a vécu les mêmes choses, on était dans les mêmes institutions comme des enfants. Et moi, je parlais qu'il y avait un moment où j'ai eu mon enfant à 19 ans, puis son père était héroïnomie. Ouais. Merci. OK. Puis là, il est mort d'une overdose. Puis là, j'étais comme... Je disais, j'allais écrire. Puis tous les gars étaient à ce même moment-là que moi, où ils avaient comme tout perdu, il n'y avait personne dans le monde. Puis les autres, ils ont allé dans la crime. Puis là, il y en a, les assassins, là, ils vont jamais sortir de la prison. Eux autres, ils étaient juste un peu curieux. C'est comme Paul Bernardo, il n'était pas dans le groupe, mais il était là. Lui, on n'a pas envie de discuter des livres avec lui, il n'y a aucun futur. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais il y avait les prisonnières qui étaient jeunes, c'était comment trouver votre propre... Et on parlait de la fait que même après tout ce qui nous arrivait, où on était dans l'hôpital à cause d'être battus, toutes ces affaires-là, dans les situations les plus pires de nos enfants, on avait cette idée dans la tête. Non, c'est pas juste. Je suis un enfant important. Je suis un petit génie. C'est ça que tu penses toujours quand tu es petite. Il y a ce petit esprit révolutionnaire. Puis eux autres, toutes les prisonnières disent oui, j'ai ça dans l'esprit qui parle. Un petit enfant qui dit non, moi aussi je suis important. Même si je suis dans prison, même si j'avais fait toutes ces affaires-là. Je sais pas c'est quoi la question. Ça, c'est politique. Mais c'est ça. Je vois. Ça devient politique Ouais. et c'est super. Mais même de passer d'une classe à une autre, d'écrire comme si tu es un réfugié puis tu écris dans une autre langue, dans un autre pays, c'est un acte politique. Ça peut pas être conscient. Oui, je pense. Mais ça veut dire conscience, c'est tellement évident que tu n'as même pas besoin d'être conscient de ça. D'accord. Donc. Mais je suis d'accord qu'on commence à écrire pour prendre notre place à la table culturelle, pour nous rendre visibles. Mais dans cet acte, quelque chose évolue de devenir politisé dans la narration de cette histoire. Comment on raconte l'histoire. Ça, c'est un acte politique, en effet. Mais l'histoire propre, mais pour moi, ça fait 4 romans. Il y a au moins 3 qui viennent de mon enfance. Et je les avais écrits à des différents âges. Le premier, j'avais même pas 25 ans. J'étais pratiquement un enfant encore. Et je pensais que l'enfance, ça va être un fait accompli après ça. Que c'est fini, c'est terminé, je prends mon place comme un adulte et c'est ça. Mais non, ça a revenu plusieurs fois et mes avis, mes opinions sont changées autour des temps qu'ils ont changé, les politiques les temps ont changé aussi. Et mon perspective a changé avec ça. Alors, cette innocence qui a commencé avec juste une histoire simple a devenu quelque chose qui est de plus en plus politisé
avec le temps parce que on a cette perspective qui change toujours avec les questions du jour. Alors pour moi, c'est entre vous deux. Bon, le jeu est hélas toujours politique, mais heureusement qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite. Hein. Les pommes de terre sont politiques, les oignons sont politiques. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est justement avec l'expérience de ne pas sombrer dans la réaction. Et moi, encore une fois, je vis dans un pays où tout est politique, où la langue est politique, où se tenir debout dans la vie et dans la rue est politique, où comment on s'habille est politique. Donc, et pendant que vous racontiez chacun, vous répondiez chacun à la question, je repensais à cette femme écrivain de Namibie que j'ai rencontrée il y a une dizaine d'années en Afrique du Sud. Et on venait nous chercher à l'aéroport ensemble. Et cette dame m'a regardé dans les yeux et m'a dit, tu te rends compte, je suis la première femme écrivain de mon pays. Et j'ai regardé ça et puis j'ai été assez impressionnée. Je me suis dit que si on devait réfléchir chacun d'entre nous à toutes les catégories auxquelles on appartient, il y a un moment ou un autre, on est tous une singularité unique dans un désert de Namibie qui prend la parole pour la première fois. Et ça, c'est politique. Et quand on a 20 ans, qu'on commence à écrire, heureusement qu'on ne le sait pas. Et au fur et à mesure qu'on avance et que notre voix commence petit à petit à se distinguer et à muer ou à muter, on s'en rend compte. Et heureusement qu'on s'en rend compte avec le temps parce que là, le politique a moins de risque de nous polluer. Parce que le politique en face, il peut faire mal, il peut nous emmener dans des confrontations qui nous éloignent de la voie la plus intéressante qu'on pourrait développer dans notre littérature. Est-ce que le geste d'écriture, donc, est un geste d'émancipation de soi pour vous, ou est-ce que c'est plutôt collectif? Et est-ce que c'est nécessaire et pourquoi? J'imagine que oui. Si on a la chance, c'est collectif, mais c'est pas nous qui décidons, je crois. C'est un geste d'émancipation. Oui et non. C'est-à-dire que raconter, en fait, libère. Oui, d'une certaine façon, dans ce sens-là, c'est une quête de liberté, une quête de sa place aussi. En ce sens, c'est une quête de définition de soi, qui est, comme Samira dit très bien, il y a un soi. Et plus qu'on peut s'en rapprocher de cette essence qu'on ne connaît pas, ce brin de lumière là c'est de la cristalliser en écrivant. Alors, est-ce que c'est une émancipation ou au contraire, c'est une cristallisation? Alors, bon, entre les deux, on est dans un mouvement, alors donc un peu comme l'univers, expansion et contraction. Mais je ne saurais pas dire si c'est un geste au départ. C'est un peu dans la même notion que le politique. Je ne crois pas qu'on le fait dans un but consciemment. Mais oui, ça mène à une émancipation. James Baldwin ou Toni Morrison sont liés à l'histoire collective ou les écrivains algériens de l'indépendance. Je pense qu'il y a soi et puis il y a aussi un contexte historique politique qui fait qu'on passe vers le collectif et c'est un mouvement qui se rencontre. Mais je pense que c'est pour cette raison-là qu'on garde un espace spécial dans notre culture pour les premiers romans, parce qu'il vient d'une position de soi. Et c'est seulement avec l'expérience, après plusieurs romans, plusieurs projets, qu'on commence à penser de l'émancipation comme une communauté, quelque chose à dire, le monde au complet. Mais ce premier roman, ça vient d'une place vraiment personnelle. Je pense que les gens aiment lire ça pour ces raisons-là. Et c'est pour ça qu'on a toujours une place dans notre milieu pour
les débutants, les gens qui commencent, je pense notamment de Eric Chacour qui a sorti cette année, une grande histoire qui vient de soi, mais ça parle des autres choses aussi. C'est excitant ça de voir des voix comme ça qui sortent. Alors chaque année, il y a plusieurs voix qui sortent comme ça et c'est ça c'est pour ça qu'on continue à voir des nouveaux romans toujours. Comme un premier enfant, quoi. Ouais. Puis en fait, je pense que je terminerai par une question. Comment trouver de la solidarité dans un monde qui repousse et exclut quand les liens sont déchirés par l'exil ou les circonstances, ou autre chose? Puis je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé dans chacun de vos livres. Il y avait beaucoup, beaucoup de solidarité. Puis c'est très, très touchant, justement. J'ai pas compris la question exactement. C'était vague. Non, est-ce que... OK, répète-le. OK. Comment trouver de la solidarité dans un monde qui repousse et exclut? Là, j'avais rajouté quand les liens sont déchirés par l'exil, mais ça peut juste être aussi quand on est dans une classe sociale plus défavorisée ou... Moi, j'ai l'impression qu'on vit tous un peu différemment dans un monde clivé, dans lequel on a tous peur pour des raisons différentes. Et peut-être que le moment où on apprendra à avoir peur ensemble et à accepter de travailler ensemble sur nos peurs multiples, peut-être qu'on pourra toucher à quelque chose qu'on appellerait la solidarité et le collectif. Ouais, c'est trop grande une question pour moi parce que je trouve que les humains, en fait, ça dépend si on... Je pense qu'on est méchante par nature. C'est difficile. Il faut... Je sais pas, donc... La solidarité, je sais pas si on va jamais... Vous croyez pas? De ce que j'ai vécu dans le monde, non. On est un être horrible. Mais peut-être que la littérature... Peut-être que la littérature peut permettre justement d'ouvrir, j'ai l'impression, ces horizons-là vers... En tout cas, nous sommes dans un monde où les peurs peuvent nous emmener dans des temps qui ne sont pas très rassurants. Moi, je suis à quelques encablures de là où Mussolini a été arrêté et tué. Et voilà, ça nous rappelle que c'est toujours là. Le côté sombre est toujours là, mais ça nous rappelle aussi la possibilité de dialoguer autrement. Et je pense que la littérature est faite pour ça. Et un jour, on prend la parole et on a envie de parler. Parce qu'avant tout, on a envie de dire qui on est et on a envie que quelqu'un en face nous écoute et que quelqu'un en face nous dise aussi qui il ou elle est. En fait, je reviendrai à ce qu'on discutait tantôt, l'intime, de partir, si on parle de l'intime, puis de ce que je dis, naviguer à vue, plutôt que et de ne pas se laisser barouater en bon québécois par tout ce qu'il y a de négatif autour. Je crois qu'il y a, au contraire de ce que vous dites, Heather, je crois qu'il y a lieu d'aller vers du très très bon et du très très beau. Cette petite lumière qu'on porte tous, mais si on suit cette intuition qu'on appelle, Samira peut-être pourrait en parler aussi comme poète, il y a des fortes chances alors que ce soit plus beau que très laid. Impossible. Impossible. On vit essentiellement dans une sorte de rêve, qu'on est là, on est confortable, mais on oublie on est confortable parce qu'il y a tellement de monde qui souffre pour nos conforts. On a tous des cell phones qui ont été construits par des esclaves. On mange pour notre dîner qui va être des animaux qui ont été torturés. Donc, c'est impossible de... Je vous comprends, Heather. Oui. C'est difficile. Vous savez, je viens de ce monde qui souffre. Je viens d'un pays qui est très jeune, qui a été laminé par la guerre et qui a été laminé par les années de terrorisme. Plus de 250 000 Algériens ont été tués et exilés. Beaucoup d'autres ont été exilés. Et parce qu'on a vécu ça, on a envie aussi de vous dire, on ne veut pas vivre dans la culpabilité. On ne veut pas que vous culpabilisiez, on veut que tous ensemble, on trouve un chemin vers une forme de lumière, même si on sait qu'on est dans des mondes clivés, où on est tous en train d'aller vers quelque chose qui nous inquiète.
Mais le chemin, je pense, n'est pas celui de la culpabilité. Le chemin est celui de la compréhension et la compréhension est très difficile. Et comprendre qu'on vit dans un confort parce que d'autres vivent dans la douleur et dans le sacrifice et dans l'esclavagisme, c'est très difficile à comprendre et il faut aussi se donner le temps de le comprendre et de se le dire. Ouais, mais en fait, je dirais qu'il y a un équilibre. Il y a en fait, c'est quand on brise l'équilibre, que là, ça va plus, là. Mais tant qu'on peut imaginer un équilibre quelque part dans le temps circulaire, le temps relatif, on peut espérer, moi aussi, comme dit Samira, mes ancêtres ont été génocidés, les Arméniens. Et pourtant, mon personnage arrive dans un lieu lumineux qui est plein d'une belle nature, de belle musique et tout, mais il y a une notion du temps circulaire aussi et de l'équilibre dans le temps. Là, je m'avance un petit peu, là, je ne sais même pas si ça peut exister, c'est un équilibre positif dans le temps, mais je crois qu'on est tous en quête de ça, en quelque sorte, qui est d'équilibrer quelque chose, mais tout à fait, comme dit Samira, hors de la culpabilité et hors de la autoflagellation. Je ne le crois pas, mais ça, c'est mon avis sur le monde. C'est parfait. Les personnes sont pas... Ils ne veulent pas faire le moins de concessions dans la vie. C'est moi. En tout cas, c'est mon but. C'est mon mais but il y a sur des entités l'humanité. individuelles entre eux qui sont l'opposite de ça, non? On trouve des gens, parfois, dans notre petite communauté qui peut nous donner un peu d'espoir de vivre un autre jour, continuer. Au quotidien. Non, mais c'est mon but personnel. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci.